Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Sébastien, on avait dit pas dans la chambre. Hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école. Bienvenue sur Séance Radio pour nous parler du dernier volet de Belle et Sébastien qui sort le 14 février, dans lequel d'ailleurs Sébastien et Belle vont devoir affronter une menace qui pourrait bien les séparer à tout jamais. J'ai le plaisir dans Un fauteuil pour deux de recevoir l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac. Bonjour. Bonjour. Alors Clovis, Belle et Sébastien a bercé toute une génération. Est-ce que vous en faisiez partie? Pas vraiment. En fait, j'étais pas fan de la série parce que je pense que moi je suis de 68, ça veut dire que j'ai eu la rediffusion en 75-76 et à cette époque-là il y avait les Brigades du Tigre et j'étais très petit garçon qui aimait bien aussi le côté police des Brigades du Tigre. En revanche, comme il y avait peu de chaînes, j'en ai vu et ça faisait partie de notre inconscient collectif en fait. Belle et Sébastien en fait j'ai vécu avec sans le savoir. C'est-à-dire que ça faisait partie, que ce soit Mehdi, que ce soit la musique, que ce soit cet enfant avec ce chien et tout ça, ça fait partie en fait de mon enfance, mais pas de manière comme j'ai certains du public que je vois qui vient voir le film et qui sont des fans inconditionnels, qui ont vraiment, pour eux, c'est une Madeleine très forte. Ça, moi, j'ai pas ce rapport-là avec Belle et Sébastien. J'ai un autre rapport maintenant. Ah bah oui, puisque vous avez accepté la réalisation, est-ce que c'est une façon justement de transmettre aussi? Alors, de faire du cinéma, c'est transmettre, enfin, c'est communiquer, donc c'est vouloir transmettre des émotions, transmettre quelque chose, ça c'est évident. Après, je me sentais pas en charge d'avoir à me transmettre une marque. J'étais plus j'ai accepté de la réalisation du film parce que en lisant le scénario, j'y ai vu un film d'aventure, comme on en fait peu en France, on a peu l'occasion de pouvoir s'exprimer dans ce genre-là, et avec comme ça une sorte d'envie de faire du cinéma, de faire de l'aventure pour tout le monde. C'est-à-dire une sorte de, quand je dis pour tout le monde, c'est tout sauf mégalomane ou l'idée de faire quelque chose de plat, mais au contraire, moi j'ai 3 enfants, je me suis retrouvé plein de fois au cinéma, aller voir des films pour enfants, où je me suis ennuyé menu et je me suis dit c'est dommage de pas partager avec mes enfants ou avec mes parents ou avec des potes ou avec des copines, de partager un cinéma qui nous serait commun. Et j'ai trouvé dans Belle et Sébastien et dans cette aventure-là quelque chose qui était de l'ordre du possible pour moi, de faire un cinéma qui nous soit commun et qui soit pas dans l'idée de segmenter systématiquement parce qu'on parle de marché, parce que on te dit il y a des films pour les enfants, des films pour les filles, des films pour les ados, des films pour... Je dis mais le cinéma aussi... moi j'ai le souvenir d'aller dans des salles où il y a un peu de tout le monde quoi. Il y a pas de c'est un souvent je prends cet exemple mais parce que je me dis franchement La Grande Vadrouille, est-ce que c'est un film pour enfants? Je crois pas. Et moi je l'ai vu à 7 ans et qu'est-ce que j'ai rigolé et les enfants rigolaient. Est-ce que c'est un film pour vieux? Je crois pas parce que t'étais pas obligé d'avoir connu la guerre pour pouvoir rire sur ce film-là. Est-ce que c'est un film pour gens moyens? Est-ce que c'est un film pour couple? J'en sais rien en vrai. C'est du cinéma. Donc cette notion d'un cinéma populaire ambitieux, ça m'allume quoi, ça me donne envie de fabriquer, d'emmener des gens sur un territoire comme ça où il y aurait la salle qui s'éteint, plein de gens dans la salle différents et d'âges différents et puis voilà, on envoie et puis on voit ce qui se passe. En tout cas, c'est le cas, puisque qu'on ait vu le 1 ou le 2 ou pas, on est tout de suite embarqué. Il y a un mot qui m'est revenu tout de suite, dès les premières images, la lumière, les plans, c'est la magie. Je peux que le prendre, ça me fait super plaisir. Je te dis quand l'ambition, quand tu travailles comme ça pendant 1 an et demi sur ton bébé que t'es en train de fabriquer et tout ça, et à au moment où t'as ta copie, c'est-à-dire tu finis le film, il y a plus rien à y faire, tu peux plus rien toucher, t'as habillé la mariée, le truc est prêt. Et tu dis maintenant, en fait, il va falloir le montrer parce que c'est pour ça que je l'ai fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de le partager avec le plus grand nombre, pas dans le sens mercantile et tout ça qui m'intéresse évidemment assez peu, mais dans le sens du partage quoi de la salle de cinéma. T'as une petite angoisse en disant mais j'espère que j'ai
pas fait un film que pour moi. Que y ait tout ce que je voulais justement y mettre, ça va se partager. Et dès les premières projections qu'on a eues, c'est vrai que c'est super agréable et très gratifiant de se dire que ça passe. C'est-à-dire, le film, manifestement, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'est pas sorti, mais on a fait beaucoup d'avant-premières à travers la France et c'est super beau de voir ces salles totalement mélangées, pleines, et à la fin, quand tu échanges avec le public, tout le monde te dit des choses personnelles. Ça leur parle à eux. Ça parle aux Qu'est-ce qui vous a marqué justement de plus personnel, quelque chose qu'on vous aurait dit typiquement, alors il y a ceux qui sont les fans inconditionnels de la série et auxquels tout à coup tu fais oh là oui, j'espère qu'ils vont pas être et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'ils reviennent fort en disant on trouve l'essence de Belle et Sébastien, enfin donc ils se sentent pas du tout trahis. Et puis je me souviens de cette mère de famille par exemple qui prend le micro à un moment comme ça dans la rencontre et elle a un petit bout de 4 ans sur les genoux et elle dit alors c'est bizarre parce que ça fait le gars qui veut s'auto machin, mais elle dit voilà, je voulais vous remercier parce que j'ai vu un film, j'avais la bouche ouverte tout du long. J'étais complètement accroché à l'histoire et au film. Et j'avais mon fils de 4 ans à côté de moi, dans le même état. Et c'est la première fois qu'on partage quelque chose en commun. D'ordre cinématographique, évidemment. Ils partagent autre chose, je leur souhaite. Mais juste, elle dit et je vous remercie parce que vous êtes la preuve que c'est possible. Donc il y avait un côté hyper bouleversant pour moi parce que je me dis c'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire me dire comment tu peux parler à n'importe qui de n'importe quel âge et n'importe quel sexe. C'est-à-dire ce truc de partager un moment commun dans un temple du cinéma. Enfin, dans une salle de cinéma. J'adore cette idée. Et alors, quand même, comment ça s'est passé? On vous propose le scénario, vous acceptez, c'est-à-dire qu'on vous donne les clés de Belle et Sébastien 3. Est-ce que c'est quand même une grande marque de confiance? Ça doit faire plaisir aussi. Oui, évidemment. Ça fait plaisir en même temps pour dire la vérité. Au début, quand on me l'a proposé, j'étais un peu sceptique parce que Clément Miseret, le producteur initiateur du premier et tout ça, qui est le gars qui m'a proposé ça, j'étais un peu sceptique en vrai. Je me disais pourquoi moi, pourquoi maintenant? Je vois pas le rapport entre ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, ma carrière, tout ça. J'étais un peu sur le côté quoi. Je me disais c'est étrange. Il m'a dit je peux t'envoyer le scénario et puis on en parle après. Et vraiment c'est l'inspiration quoi en fait. C'est-à-dire qu'à la lecture, je me suis fait gauler par cette idée d'aventure et je prenais conscience au fur et à mesure des pages et j'avais plein de choses qui m'arrivaient dans la tête, même du Jack London, toute la littérature nord-américaine qui mélange la nature, le parcours initiatique, les hommes, les animaux, c'est-à-dire que tout ça, tout à coup ça te nourrit. Donc en fait le côté je suis assez naïf en fait pour ne pas m'être rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pouvait être dangereux dans Belle et Sébastien, au sens où garant de quelque chose et j'en avais pas vraiment ce que je savais c'est que de toute façon, et ça pour le coup je crois que je me trompe pas, à partir du moment où ta vision et ton implication dans un film est remplie et qu'il a du sens à tous les niveaux, alors tu ne peux pas faire du mal. Tu peux simplement être à côté. Tu peux peut-être ne pas répondre à toutes les attentes, mais tu peux pas trahir quelque chose de profond qui est la sincérité sur un projet. Et ça, je me suis jamais senti au-dessus de la licence, mais je me suis jamais senti en dessous. Je me suis dit, je fais mon film. Et en fait, c'est ma vision de Belle et Sébastien. Et si j'ai pas ce rapport-là à la fabrication, je crois que je ne saurais pas faire un film. Si je m'approprie pas et si, pour moi, Belle et Sébastien 3, c'est avant tout mon film. Et je suis ravi que ce soit Belle et Sébastien. Parce que je trouve que c'est en fait un projet super. Du coup, comme il peut se voir aussi tout seul et qu'on capte tout de suite toute l'histoire, vous avez quand même fait aussi un deuxième défi, c'est que vous êtes le rôle de Joseph aussi dans le film, donc du coup réal et acteur dans le film. 2 défis en un, 2 fois plus de boulot aussi, non? Pas tant en fait, non. C'était plutôt pratique. Le fait de faire ce méchant et de jouer Joseph, c'était plutôt assez pratique, pour être très sincère. Je voulais un personnage qui représente le mal, une sorte de figure comme ça, néfaste, dégueulasse, une sorte de voilà, c'est plus une fonction qu'un personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment une image du mal qui n'a pas de psychologie, on s'attarde pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, comment nos héros
Sébastien, César, Belle, le maire, Madeleine, enfin tous les personnages, on se confrontait à ça, comment on avance face à ça. Mais du coup, c'était plutôt pratique de m'avoir sous la main. Voilà, je pouvais tourner des plans à des moments où voilà, des petits trucs à l'arrache, ou demander ça à un acteur, c'est un peu compliqué. Moi, voilà, ce qui m'intéressait dans le fait de faire Joseph, c'était, je voulais que le personnage existe comme ça. Donc c'était ça ma volonté, et du coup voilà, c'est plutôt pratique que embêtant. Mais du coup ça a été en lisant le scénario, tiens bon allez Joseph, où vous l'avez ressenti, ou il y avait d'abord à la première lecture un comédien, un ami à vous à qui vous pensiez pour Joseph? Non, en lisant je pensais pas aux acteurs, je pensais vraiment au récit. Et puis c'est ensuite que dans l'élaboration, à partir du moment où tout le monde était d'accord pour que je fasse le film comme je voulais le faire, c'est-à-dire je voulais que tout le monde soit autour de la table. Je veux dire les producteurs, Gaumont, tous les partenaires, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille au moment de la fabrication avec des gens qui disent ah bah non mais on voulait pas ça. Enfin voilà, je me suis dit il faut qu'on soit ensemble ou pas. Mais du coup j'étais très excité par l'idée. Et ensuite quand tu commences à travailler, à faire ta préparation, effectivement Clément toujours m'a dit mais je sais pas, est-ce que tu te verrais faire le méchant Et je me suis dit ah oui peut-être ça peut être, mais c'est trop tôt là pour l'instant, je sais pas. Mais c'est venu assez rapidement, et ensuite voilà, il y a eu tout le travail de la dégaine, de tout ça qui était après, mais j'ai pris assez vite la décision de dire oui, ok, je vais le faire. Mais alors du coup, la confiance, c'est un mot qui est important dans un film. C'est primordial entre un acteur et un réalisateur. Du coup, vous êtes les deux. À qui vous faites confiance pour le retour, le retour combo, voilà. À qui vous avez fait confiance? Votre assistant réalisateur? Il y avait quelqu'un qui vous faisait un retour? Alors moi, j'aime pas quand il y a beaucoup de monde autour du combo de manière générale. J'aime bien, voilà, il y a ma script, Jojo qui est là. Il y a effectivement François, mon premier assistant, qui peut être là autour parce que voilà, c'est important qu'il voit les plans pour. Mais personne ne se mêle de la mise en scène ou de choses comme ça. C'est super, voilà, on s'entend très bien, mais j'essaye de faire comprendre à quel endroit je vais, et pas, je suis pas trop à demander. Je pense que plus une vision elle est centralisée, plus tout le monde sait pour qui il travaille, plus c'est clair, plus c'est facile. Donc non, sur le jeu, personne ne me regarde ou ne me dirige, je sais pas la question. Voilà, je me dis, tu sais, tu prépares ton film, tu passes des mois sur le truc. Tu sais quand même à peu près ce que tu veux en faire. Donc, quand tu joues, tu sens quand quelque chose est juste ou pas juste. Et ce qui m'intéresse, c'est l'acteur que j'ai en face ou tout ça. Je me dis, tiens, ça fonctionne, la scène, elle est là. J'ai pas besoin d'aller voir au combo pour me regarder, me re-regarder, tout ça. On en fait 2, 3. Je sais que dedans, elle y est. S'il n'y a pas de problème technique, en revanche, ce que je vais leur demander, c'est est-ce qu'on a un souci ou pas. Donc, si au cadre, il y a un souci ou si au machin, vous me le dites tout de suite. Parce que ça, c'est... Mais sur le jeu, non. La justesse, c'est l'essentiel. Ouais, c'est d'être dedans. C'est après, ouais, je pourrais pas l'expliquer parce que tu le sens quand c'est vivant et quand il y a un truc qui est habité, qui est là. Tu le vois chez l'autre et tu le vois chez toi, tu le sens. Donc, comme je ne fais pas des films que je réalise pour me donner des rôles, mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Donc il n'y a pas de j'ai pas de problème d'ego par rapport à ça, et tu sens quand tu sers le film, ou le moment où au contraire tu peux partir dans un truc un peu différent et tout. Mais j'ai tout le travail en amont forcément qui est pas pareil. Ta prépa, elle définit, donc tu es de plus en plus pointu. Donc le moment, comme jouer, c'est quelque chose que je fais depuis 35 ans, ça m'est pas étranger, c'est pas un truc éloigné, donc je suis pas dans une angoisse de ça du tout. Non, mais comme il y avait aussi la réal, du coup, ça peut peser un peu. Ouais, mais en fait, non. Ça fait, pour moi, comme réalisateur, c'est hyper pratique de m'avoir comme acteur, et c'est hyper pratique en termes de temps. Et le temps sur un tournage, c'est ce après quoi on court. Et du coup, il y a vraiment, c'est pour l'instant, ça a toujours été un gain. Donc, tant que ce sera le cas, voilà, s'il y a un rôle où il faut me distribuer, on me met dedans. J'ai pas de souci avec ça. S'il y en a pas, il faut surtout pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est les autres acteurs. Ce qui m'intéresse, c'est de diriger les autres. Ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer mon film, quoi. Juste, en tout cas, moi, quand je vous ai vu à l'écran, j'ai pensé tout de suite à The Revenant de Leonardo DiCaprio. Ah oui, ouais, c'est porteur. Vous l'avez bien préparé quand même, votre personnage. Ce qui était important surtout, c'était de se dire que voilà, pour traiter le mal, je voulais que le personnage, et voilà, un jour il m'est apparu. Hein, c'est vraiment, on cherchait, j'avais une nana avec qui dessinait, on cherchait des choses, et puis un jour le truc m'est apparu de manière assez flagrante
et elle me l'a dessiné et on s'est dit c'est ça. Et c'était ce côté, j'étais en repérage et puis tout à coup j'ai mon assistant, je sais putain, il y a pas de cheveux dessus et il y a des cheveux longs sur les côtés, et sale et une barbe grosse. Pareil, comme ça, dans le truc. Et c'est bizarre de pas avoir de cheveux dessus et des cheveux longs sur les côtés. Ou tu égalises, ou tu machin, mais il y a un truc qui est sale. Et je voulais un nez de sorcière. C'est-à-dire qu'il y a un mélange comme ça d'imagerie. Et en même temps, c'est une masse. Il a un destrier, son engin de mort, un camion, un half-track. Pareil, qui est un personnage en soi. Tout ça fait partie d'une forme, on va dire, du conte, quoi, de mettre ce type de personnage avec des monstres comme ça fait partie du conte. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, mais le moment où c'est apparu, ça m'est apparu très fort. Le chalet de César, tu connais? Je peux vous emmener si vous voulez. Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Faudrait qu'on parle des chiots aussi. Justement, vous parliez de repérage. Les lieux de tournage, les repérages, tout ça, c'est aussi une part importante de la préparation du travail. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé parce qu'on a trouvé. C'était compliqué. Alors, on était en Haute-Maurienne pour toute la première moitié du film et puis dans le Briançonnais pour la deuxième moitié. Les endroits sont magnifiques, donc ça, il n'y a pas de problème. Après, faut tourner, faut monter, faut aller à 2500 mètres parce que l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de neige, donc fallait qu'on monte de plus en plus haut pour trouver des territoires que je cherchais. Je voulais que la nature soit un personnage et pas une carte postale, donc je cherche vraiment des lieux où dans l'histoire ça rentre avec, enfin c'est en interaction avec les personnages. Donc oui, c'est un gros taf et puis la tournée dans la neige c'est compliqué, donc faut pas se raconter l'histoire. Hein. Dès que quelqu'un fait un pas, il te bousille le décor. Donc répéter, pas répéter, comment on fait, c'est beaucoup il y a beaucoup de choses à régler en amont, mais voilà, on fait pas des films pour qu'ils soient simples à faire. On fait des films parce qu'on a envie de les fabriquer. Un petit mot peut-être bien sûr sur le casting. Félix Bossuet, Belle, parce que Belle et les choses, c'est important. Chiqui Cario, Thierry Neuvik, Lilou Fogli. Absolument. C'est que des acteurs. J'ai eu la chance aussi parce que c'est vrai que j'aime bien diriger, c'est-à-dire être proche des acteurs, c'est essayer de les emmener sur l'endroit où j'ai envie que ça joue. Et pour ça, il faut avoir des acteurs d'une part talentueux, qui puissent t'amener leur talent, mais en plus qui soient dans la confiance et dans l'écoute. Et j'ai eu ça avec Chiqui de manière formidable, j'ai eu ça avec Félix de manière formidable, Lilou aussi, mais André Penverne, Anne Benoît, Olivier Boinat, ils ont tous été il n'y a pas de défiance. Je leur disais juste faites-moi confiance. Je ne rêve que d'une chose, c'est que vous soyez les plus beaux et les meilleurs. C'est ça pas les meilleurs en termes de champions, mais le meilleur de soi. À cet endroit-là. Donc vraiment, ça n'est que une idée de bienveillance pour moi de diriger des acteurs. Donc et je pense il faut qu'ils soient talentueux et qu'ils soient aussi généreux et à l'écoute de ce qu'on peut leur proposer. En tout cas, c'est un vrai équilibre entre de l'émotion, il y a de l'humour. Il y a vraiment de l'humour, on passe un très bon moment. Belle et Sébastien 3, c'est donc votre troisième réalisation. Il y a eu Un peu beaucoup aveuglément qu'on a adoré. Et il y a eu Chef, la série, on attend la saison 3. Vous pouvez l'attendre parce qu'il n'y en aura pas. C'est bien dommage. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des contraintes à respecter, pas évidentes à réaliser? Il y en a tout le temps. Mais de toute façon, la contrainte, elle n'est que, je dirais, une marche sur laquelle il faut s'appuyer pour faire autre chose. C'est-à-dire que lutter face à une contrainte, ça n'a pas de sens, quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut digérer pour essayer d'en faire quelque chose, fabriquer avec. Si t'as une poutre qui tombe sur ton décor, qu'il est impossible de remonter cette poutre, où tu fous pas forcément ta journée de tournage à la poubelle. Tu dis, et si la poutre était en bas? Et si on partait du principe que donc on va trouver un autre axe, une autre forme, la scène on va la fabriquer un peu autrement, mais ça sert à rien on essaye, on fait du mieux qu'on peut, ça c'est hyper nécessaire. Moi j'essaye toujours de chercher des solutions, mais il y a un moment où tu le sais, la contrainte d'une journée, c'est une journée. C'est-à-dire quand le soleil se couche, il se couche. Lui, il s'en fout. Tu vas pas lui dire on va faire des heures sup. Donc ça fait partie du jeu, je dirais, et c'est pas inintéressant non plus. Faut pas être, c'est vraiment
Je pense que réaliser, c'est plus proche de l'aïkido que de la boxe. D'accord, pourtant il y a la même rigueur. Il y a la même rigueur, mais tu te sers vraiment de l'énergie qui t'arrive en essayant de la remettre dans le bon sens, quoi. Ce que je peux dire, c'est effectivement, ça a été un film aventureux à faire pour refaire un film aventureux. C'est-à-dire que c'est vraiment la pièce dans la pièce, dans la pièce, dans la pièce, dans la pièce. C'est-à-dire que il y a une mise en abîme, c'est que on a vraiment vécu une aventure pour faire ce film, qui est un film d'aventure, qui lui-même sera une aventure, si jamais elle est bonne, pour une bonne aventure. Merci beaucoup Clovis, en tout cas nous ça a été une aventure d'être avec vous sur Séance Radio et pour un fauteuil pour deux, vous revenez quand vous voulez et longue vie à Belle et Sébastien 3. Merci. On prend, merci beaucoup. C'est de ma faute, je suis trop vieux. Non, c'est moi qui suis trop petit. On ne va pas se laisser faire. On va aller les chercher. On va se cacher aux Molines. Ils penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort. Si ma chienne a disparu, je te jure que vous allez finir dans le ravin. Je vous ai promis de les protéger. Profite bien de tes petits. Je dois la tuer. Elle n'est pas à vous, Belle. Ce sera jamais à vous. On parie. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Le lundi soir, Fan Footage s'installe sur Séance Radio. Si je peux me permettre cette expression, mais c'est vraiment un film, je trouve, qui a le cul entre deux chaises. Selon vous, messieurs, sommes-nous dans une démarche, dans une avancée sociale ou purement opportuniste, pour être plus clair? À 19h, retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. Séance Radio.